Est-ce que vous vous souvenez de ces jeux et de ces studios? Il y a quelques années, tout le monde en parlait, puis tout le monde a oublié. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous allez voir, le monde des jeux vidéo n'est pas rose. Des faillites, des procès, des disputes, des gens devenus fous et des erreurs marketing monumentales. On vous explique le destin tragique derrière 10 jeux iconiques. Telltale et Tomb Raider. Il y a quelques années, c'était la grande mode des jeux narratifs en cel shading. Ça a explosé avec le succès de The Walking Dead, plus de 50 millions de jeux vendus. Le concept était un peu bizarre. C'était plus une série qu'un vrai jeu vidéo. On devait juste appuyer sur le bon bouton au bon moment, et pour connaître la fin de l'histoire, fallait acheter les 4 jeux. Derrière ce succès monstrueux, une entreprise, Telltale. Et elle a décliné le même concept sur toutes les licences imaginables. Batman, Game of Thrones, Jurassic Park, Marvel, Retour vers le futur, Netflix les avait même contactés pour faire un jeu Telltale Stranger Things qui a été annulé. Car en 2017, Telltale avait déjà trop tiré sur la corde. 134 jeux épisodes en 10 ans, ça fait un jeu par mois. Ils se ressemblaient tous avec des histoires de moins en moins bien écrites, un comble pour un jeu narratif. Pour s'en convaincre, il suffit de voir le nanar qu'a été Minecraft Story Mode. Le problème de Telltale, vous allez vite le comprendre. Ça, c'était le studio en 2007, un stand en convention. Ça, c'est en 2017, ils sont maintenant 400. Je marchais dans les bureaux et je ne reconnaissais plus personne, dira un des premiers employés de Telltale avant son départ. Un recrutement frénétique causé par la gourmandise des dirigeants qui acceptaient tous les deals, même le plus ambitieux. Évidemment avec des délais intenables, sinon c'est pas marrant. Sauf que comme dirait un employé, même avec 9 femmes, on ne fait pas un bébé en un mois. Oh, elle est bien celle-là. Du stress et des heures sup, il y en a eu, au point de perdre leurs meilleurs employés. Leurs scénaristes vedettes iront créer l'excellent Firewatch dans leur coin, tout en incendiant publiquement les conditions de travail chez Telltale. Avec une telle organisation, impossible d'innover. Et ça va leur être fatal avec le développement YouTube. Comme je vous le disais, les jeux Telltale, c'est juste des gros films vaguement interactifs. Pourquoi dépenser 100 € pour 5 épisodes quand tu peux tout regarder dans une compile YouTube à 6 millions de vues? Les 3 dirigeants finirent par ne plus être d'accord sur la direction que devait prendre la société. Ça finit par se faire des procès entre vieux amis, parce qu'au fond, les dirigeants n'ont pas réussi à grandir avec leur société. La boîte explosera en plein vol. En 2018, du jour au lendemain, le studio est fermé. Vous avez 30 minutes pour quitter le bâtiment, tout le monde y virait. Ce qui leur a d'ailleurs valu un procès du gouvernement fédéral, parce que c'est un peu illégal de faire ça. On a eu un cas un peu similaire avec Core Design, les papas de Tomb Raider. Une icône du jeu vidéo vendue à plus de 81 millions d'exemplaires. Sauf qu'il y avait 8 fondateurs dans cette société. 8 personnes pour décider si Lara devait être une bimbo playboy ou un modèle féministe, s'il fallait structurer l'entreprise de façon professionnelle ou garder une ambiance familiale, s'il fallait continuer à produire des Tomb Raider à la chaîne tous les ans ou s'ouvrir à de nouvelles licences. Résultat, l'équipe est démotivée. Lassée des conflits internes, des coups bas et des jalousies, mais surtout lassée de toujours faire la même chose. Voilà pourquoi Eidos retira Tomb Raider à Core Design pour le confier à Crystal Dynamics. Un vol, selon leur ancien créateur. Mais ça s'avéra grandement bénéfique, permettant à la série Tomb Raider de ressortir de son tombeau. Guitar Hero. En 2006, Guitar Hero était le roi de toutes les soirées. Un phénomène mondial, 1 milliard de revenus en 2 ans. Et puis, plus rien. Son studio, Red Octane, est fermé en 2010, 4 ans après son rachat par Activision. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est le rachat le problème. Activision a freak out. Son rival de toujours, EA, voyant le succès de Guitar Hero, décide de recopier le concept et de sortir sa propre version, Rock Band. Rock Band qui est d'ailleurs créé par les anciens développeurs de Guitar Hero qui se sont barrés au rachat par Activision. Face à ça, Activision a paniqué. Ils ont voulu inonder le marché pour empêcher EA d'avancer. Regardez-moi seulement tout ce qu'ils ont sorti en 2 ans. Le public a fini par se lasser et les ventes se sont écroulées. Activision a bien tenté de le faire développer par d'autres studios, mais rien à faire. Guitar Hero est mort. Et au fond, ça arrange un peu Activision. Pendant cette période, Activision a fermé énormément de studios célèbres. La cause, la fusion avec Blizzard, mais surtout le groupe Vivendi, la boîte de Vincent Bolloré. À ce moment-là, fallait faire le grand ménage.
Que ce soit Octane, Sierra, Bizarre, Neversoft, Budcat ou Radical Entertainment, les actionnaires ont fermé tous les studios qui n'étaient pas assez efficaces. Vous trouvez ça injuste? Attendez que je vous parle de son principal concurrent. Les jeux des studios rachetés par EA. C'en est presque devenu une blague dans le milieu du jeu vidéo. Se faire racheter par EA, c'est signer son arrêt de mort. Il y a carrément des tops sur internet, impossible de mettre sur une image tous les studios qu'ils ont fermés. Et faut pas croire, derrière ces noms il y avait des gros jeux. Maxis, c'est les créateurs des Sims. Visceral Games, c'est ceux qui ont fait les génialissimes Dead Space. EA a aussi fermé les papas de Medal of Honor, de Command & Conquer, de Dark Age of Camelot, de Need for Speed, et même Pandemic, ceux qui ont créé le très apprécié Star Wars Battlefront 2. Pour Pandemic, justement, c'est un peu triste puisque tout le monde y virait sans préavis une semaine avant Thanksgiving. Du coup, les employés se sont filmés en train de détruire les photocopieuses. Le mode opératoire d'EA est toujours le même. On rachète un studio avec les licences qu'ils ont créées, on demande de changer complètement les méthodes de travail et la façon de faire les jeux, coucou les microtransactions. Fatalement, la petite équipe n'arrive pas à suivre et refuse certaines exigences. Donc les gros jeux, les grosses licences, on te les enlève et on les confie à un autre studio plus rapide, plus obéissant. EA a donc acquis la réputation d'acheter les studios non pas pour leur talent, mais pour leurs actifs en propriété intellectuelle. L'industrie a fini par les surnommer l'Empire du Mal. Enfin ça c'était début 2010, apparemment depuis ça a changé, et des mecs avec qui ils se sont embrouillés ont fini par dire que c'était pas si mal de rebosser avec eux. Comme quoi, Metal Gear, Fable et Rare. En 2015, c'est le choc. Entre Konami et Hideo Kojima, après 30 ans de bons et loyaux services, c'est fini. Tout se termine très brusquement alors qu'il était en train de finir Metal Gear Solid 5 et qu'il devait bosser sur le retour de la saga Silent Hill. Du jour au lendemain, son nom est effacé de partout, même les jaquettes de son jeu. On lui interdira de recevoir son prix à la Game Awards. Toute son équipe, tous ses amis, tous ses collègues perdent accès à leur mail ainsi qu'au bâtiment de Konami. Pour le projet Silent Hill, tout aurait été annulé d'un simple message sec et froid. Aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est passé. Kojima et ses équipes ne diront rien, bloqués qu'ils sont par les contrats de confidentialité. On sait qu'il y avait énormément de tensions créatives entre Kojima et Konami. Kojima coûtait cher et retardait les projets par perfectionnisme. À côté de ça, Konami s'est profondément restructuré autour des jeux mobiles, mais aussi dans sa façon de manager. Les créatifs au poste de décision, on arrête. On va plutôt installer des caméras pour fliquer les salariés et les humilier publiquement dans l'open space s'ils ne remplissent pas leur objectif. C'est l'enfer que décrivent dans la presse certains employés restés anonymes. Oui, parfois les jeux meurent à cause d'un conflit entre une célébrité du milieu et une compagnie à l'ancienne. Ce qui s'en rapproche le plus en Occident, c'est le divorce entre Microsoft et Peter Molyneux. Si vous connaissez pas, c'est une légende des années 90, Joueur du Grenier a même dédié une émission sur chacun de ses jeux. Peter Molyneux est aussi le papa du jeu Fable. À l'époque, il le qualifie en toute modestie de meilleur RPG de tous les temps, celui qui permettra de vivre une vie de la naissance à la mort, où toutes les actions influeront sur ton avenir. Bon, c'est pas tout à fait ça. Mais le jeu a cartonné. Microsoft rachète à Molineux son studio Lionhead, ils sortent un Fable 2, un Fable 3, et c'est le succès. Sauf que voilà, Molineux veut s'arrêter là. Il veut plus faire de Fable, il veut faire d'autres jeux plus créatifs. Microsoft, ils ont pas payé pour ça, hein. Forcés par les contrats, les équipes de Lionhead vont devoir créer un Fable qui se joue à la Kinect, et un Fable MMORPG qui se joue avec le Xbox Live. En gros, Microsoft utilise Fable pour faire la promo de sa console. Spoiler, ça marche pas, les jeux sont mauvais. Molineux se sent déshonoré, quitte son studio et sabotera lui-même la sortie de ses jeux maudits. Lionhead ferme ses portes. Un dernier exemple des relations compliquées qui peuvent exister entre les personnalités, c'est la descente aux enfers de Rare. C'était la perle de Nintendo. Le seul studio étranger et indépendant qui savait faire des jeux comme eux les faisaient. Impressionné, Shigeru Miyamoto leur a même offert un bonsaï encore aujourd'hui dans leur jardin. À l'époque, Nintendo avait acquis 49% de leur action. Ce 1% qu'ils leur ont laissé, c'était celui de leur liberté. Et des libertés, ils vont un peu trop en prendre. En 2001 sort Conquer Bad Fur Day. Considéré comme l'un des meilleurs jeux de la Nintendo 64,
mais aussi le plus vulgaire et violent. Et ça, Nintendo va pas kiffer. Ils auront bien tenté de les raisonner, mais rien à faire, hein. Rare refuse de modifier le jeu. Nintendo ne le publiera même pas en leur nom, c'est THQ qui s'en occupera. Pas de chance, Conquer Bad Fur Day est un échec commercial, qui mettra gravement en difficulté le studio. Au bord du gouffre, Rare n'a qu'une solution, vendre ses actions. Il demande alors à Nintendo, qui a déjà 49%, « Nintendo, mon ami, veux-tu devenir 100% propriétaire de Rare et créer avec nous plein de jeux vidéo légendaires comme on l'a fait jusqu'ici ?» Non. Nintendo refusera. C'est Microsoft qui leur fera une offre. Nintendo leur vendra les 49%, le bonsaï dans le jardin inclus. Rare était maintenant condamné à ne pouvoir développer que sur Xbox, une longue descente aux enfers où ils ont tout perdu. Maintenant vous savez, jamais il ne faut courroucer Nintendo. Silicon Knights, attention le procès. Là, on a une histoire bien sombre. Silicon Knights ont fait de très bons jeux. Il n'y avait aucune raison qu'ils disparaissent un jour. Ça, c'est jusqu'en 2007 où ils sortent Too Human, un mélange de science-fiction et de mythologie nordique, qui se fera détruire par la critique, hein, notamment pour sa réalisation médiocre. Au lieu de se dire qu'ils ont merdé, ils vont décider de porter plainte contre le moteur du jeu. Ils estiment que Epic Games et leur Unreal Engine sont la cause de leur échec, et que, devant la justice, ils devront payer. Grave erreur. Silicon Knights était confiant et sûr de gagner. Cependant, pendant le procès, Epic s'est rendu compte que le studio avait utilisé en secret des morceaux de leur code pour développer d'autres jeux. Epic a donc lancé un contre-procès pour plagiat et atteinte aux droits d'auteur. Silicon Knights a perdu les deux procès et a dû payer 4,5 millions en dommages et intérêts, plus 4,6 millions en frais d'avocat. Ça pique. Surtout que tous leurs jeux récents, ils ont dû être retirés de la vente. Un désastre dont ils ne se relèveront pas. Le pire, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, Kenneth McCulloch, l'ancien directeur de Silicon Knights, est arrêté et mis en prison après qu'on ait découvert des vidéos pédos sur son PC. Ouais, fallait être bon joueur. THQ, Infogrames, Atari, comment les géants meurent-ils ? Vous avez tous eu un jeu THQ entre les mains. Ils ont tout fait, toutes les licences imaginables. Disney, Razmoket, Bob l'éponge, la WWE. Ils ont aussi fait des jeux stylés, hein, comme Saints Row ou Darksider, et là encore, à côté de Razmoket, c'est le grand écart. Pendant les années 2000, THQ faisait tellement d'argent avec ses licences qu'ils arrivaient à rivaliser avec des titans comme Activision. Ils ont acquis plus de 11 studios et déclaré 1 milliard de dollars de revenus annuels. Comment tu peux monter si haut et totalement disparaître? Eh bien en fait, ça a un nom, 2008, la crise des subprimes. On rappelle pour les plus jeunes, 8 millions d'Américains au chômage, la bourse qui s'effondre et les grosses entreprises qui arrêtent d'investir. Et quand on est autant dépendant de jeux à licence, si Disney et Nickelodeon te coupent les budgets, il te reste quoi? C'est comme ça que l'action THQ passera de 30$ avant la crise à 11 centimes. Ils ont bien tenté de se relever avec des projets non licenciés comme le U-Draw, qui permettait de dessiner sur la Wii, mais l'entreprise perdra plus de 100 millions de dollars sur ce projet. Criblé de dettes, sans clients, sans investisseurs, à Noël 2012, THQ s'effondre. Les vautours partout s'arrachent leurs licences qui s'envolent à droite et à gauche. Mais comme un beau conte de Noël, près du pôle Nord, les Suédois de Nordic Game décident de racheter THQ pour devenir THQ Nordic. Évidemment, c'est juste le nom car il ne reste rien du titan d'antan. On a un cas exactement similaire à THQ avec les Français d'Infogrames. Le nom vous dit peut-être quelque chose puisque le joueur du grenier les démonte régulièrement. C'était la boîte spécialisée dans les adaptations comme Astérix, Tintin ou Spirou, avec d'autres jeux stylés dans l'eau, hein, évidemment. Je me fais tuer par une feuille qui vole dans le vent. Dans les années 90, ils sont donc au sommet et décident d'acheter plein de studios, dont vous connaissez même peut-être les noms. Aïe 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 aïe, la gourmandise est un vilain défaut, ils s'endettent beaucoup trop, et bam, la crise des subprimes. Forcément, tout le monde les abandonne, plus personne veut faire de jeu avec eux, l'action Infogrames est passée de 5160 € à 80 centimes. Sachez quand même qu'Infogrames existe toujours, mais sous un autre nom, Atari, qui est devenue une entreprise française. Alors je sais, Atari c'est censé être américain, mais plus depuis 2001 quand ils ont été rachetés par Infogrames. Car Atari, eux aussi ont été victimes d'une crise économique. Oh là là, l'enchaînement! Atari, c'est littéralement grâce à eux que le jeu vidéo existe.
Ils ont inventé Pong, l'Atari 2600 a été la première console très grand public. Atari, c'était le Nintendo PlayStation des années 70-80. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas essayé de réguler la concurrence. Ils laissaient faire. Tes employés quittent un à un ta société pour devenir tes rivaux? Pas grave. Trop de gens sortent des jeux de mauvaise qualité et ça détruit la réputation de ta console? Pas grave. Un laxisme hippie qui leur sera fatal au point de provoquer le grand crash du jeu vidéo de 1983. Cette année-là, le jeu vidéo a failli mourir, l'industrie entière a été ravagée. Et figurez-vous que c'est deux jeux qui ont déclenché cette tempête. D'abord Custer Revenge de Mystic, où tu incarnes ce cow-boy qui est en fait une figure historique qui a massacré des milliers d'Indiens, et tu dois... c'est considéré comme le deuxième pire jeu de l'histoire, le premier étant E.T., dont Atari a tellement eu honte qu'ils ont enterré les cartouches dans le désert. À ce moment-là, le jeu vidéo était devenu nul et ringard, et Atari n'y a pas survécu. Duke Nukem et LucasArts. Dans les années 90, il y avait 3 FPS légendaires. Doom, Wolfenstein et Duke Nukem 3D. Un succès immense qui n'a jamais eu de suite. Il y avait bien des annonces d'un Duke Nukem Forever, mais personne n'y croyait. C'est ce qu'on appelait un Vaporware, un jeu annoncé, mais qui sort jamais. Le problème ici, c'était l'un des gérants du studio 3D Realm, George Broussard. Tous les mois, fallait implémenter ces nouvelles fonctionnalités, les nouvelles technologies qu'il trouvait. C'est une erreur de débutant qui va les mettre sur la paille, les obligeant à se vendre à Infogrames, puis Take-Two. Histoire de les aider à se refaire une santé financière, Take-Two leur confiera du budget pour le développement de Prey. Erreur, car rebelote, 11 ans de galère, ce qui obligera Take-Two à leur reprendre le projet et le confier à un autre studio, la honte. Mais George Broussard, lui, il s'en fout, il reste dans sa mentalité. Il refuse de bosser à moins qu'on lui file 6 millions de dollars de budget et un délai supplémentaire. Le mec est tellement insupportable que Take-Two est obligé de vendre Duke Nukem à un autre studio de développement, Gearbox, et ça va être la guerre. Il y aura plein de procès, et en 2020 c'est toujours pas fini, il y a encore des rebondissements. Reste que, grâce à Gearbox, Duke Nukem Forever finira par sortir en 2011, après 14 ans de développement, ce qui en fait le plus long de l'histoire. Malheureusement, c'est une catastrophe. Le jeu est techniquement à la ramasse, et l'humour bof sexiste a très mal vieilli. You can polish my brass anytime. C'est pas demain que vous reverrez cette licence. J'ai trouvé un cas assez similaire à cette histoire avec le studio LucasArts et l'influence qu'a eu George Lucas sur sa ruine. Oui, le papa de Star Wars qui fait couler son propre studio à cause de ses caprices. Je vous explique. LucasArts est créé en 1982 pour développer les jeux Star Wars, Indiana Jones et pas mal de pépites qui ont bercé la jeunesse des joueurs PC. Sauf que voilà, les point and click qui étaient la spécialité de LucasArts, dans les années 2000, ça a commencé à être passé de mode. Le studio va donc abandonner ses licences originales pour ne faire que du Star Wars. Et George Lucas va beaucoup s'impliquer dans le développement, mais de la pire façon qui soit. Il était connu pour arriver à l'improviste dans les bureaux, regarder vite fait ce que font les développeurs et imposer des changements drastiques. Et puis hop, il s'en va, on le revoit plus pendant plusieurs mois, et quand il revient, rebelote. Ça s'est particulièrement ressenti sur le jeu Star Wars 1313, qui devait raconter la jeunesse de Boba Fett, demande du patron, qu'il a d'ailleurs fait passer d'un GTA-like à un FPS, puis un TPS, pour qu'au final tout ce que vous voyez soit abandonné. Ouais, ça sortira jamais. Car oui, quand Disney a racheté Lucasfilm et donc LucasArts, ce qu'ils ont découvert, c'est un studio à bout de souffle. Or, pour le renouveau de Star Wars, ils ont préféré confier la licence à des studios plus organisés, comme ceux d'EA. LucasArts est donc dissous, Star Wars 1313 annulé et 150 employés mis à la porte, terminant un studio légendaire du jeu vidéo. Age of Empires, quand le crush détruit les studios. En 2018, scandale. Le fondateur de Rockstar se vantait que ses équipes aient dû travailler 100 heures par semaine pour créer Red Dead Redemption 2. Si lui le voyait comme une fierté, preuve du dévouement de son équipe à atteindre la perfection, pour le grand public, c'était surtout la preuve de l'exploitation des développeurs. Seuls 38% du métier a des horaires normaux. Tous les autres, 60%, travaillent de 40 à 65 heures par semaine. Bien évidemment, sans payer les heures sup.
Un article sort sur Le Monde contre Quantic Dream, un article sur Polygon contre Epic Games. Tout le monde se met à parler et dénoncer. Le truc, c'est qu'un crunch, c'est pas forcément profitable pour les finances. Des studios qui l'utilisaient un peu trop ont fini par fermer. C'est le cas de Ensemble Studios, les papas de Age of Empires, ainsi que la Team Bondi qui a fait LA Noire. Ces entreprises sont mortes suite à des problèmes avec leurs employés, des salaires pas payés, des procès, mais surtout la fuite des talents. C'est un horrible cercle vicieux. Nous épuisons tous nos meilleurs éléments, nous détruisons ces précieux artistes, nous anéantissons leurs familles et nous sacrifions leur jeunesse. Alors, ils partent et ils emportent avec eux toutes leurs expériences, dira un ancien employé de Ensemble Studios. Et ce problème, vous l'avez aussi dans les productions actuelles de gros studios. On se plaint souvent que les jeux AAA sont trop basiques. Mais oui, c'est parce qu'ils sont faits par des équipes très jeunes, pas assez expérimentées, mais au moins pas encore épuisées par les crunchs. N'oubliez pas, la qualité d'un jeu est déterminée par l'ensemble des hommes et des femmes qui y travaillent. Si personne ne veut plus bosser avec toi, alors tu coules. Les morts dans l'oubli. Malheureusement, beaucoup des studios de votre enfance n'ont pas d'histoire aussi singulière. Beaucoup ont simplement eu une lente mort économique. Leurs logos, pourtant, vous les connaissez. Acclaim, les créateurs de Turok, Cambridge de Medieval, Midway de Mortal Kombat, Hudson de Bomberman, Clover de Okami, Ion Storm de Deus Ex, Smilbit de Jet Set Radio, Free Radical de Time Slater, Argonaut de Croc et des jeux Harry Potter sur PlayStation, avec enfin Psygnosis, les créateurs de Lemmings et Wipeout, la société qui a marqué les débuts de la PlayStation, c'est même eux qui ont développé le légendaire T-Rex de la démo. Tous ces studios, et comme beaucoup d'autres, sont morts de leur petite mort par manque d'énergie et de moyens dans le silence des médias. Attention, ce manque d'ambition peut être provoqué par les leaders et les actionnaires aussi. Genre SNK, les papas de la Neo Geo, Metal Slug et King of Fighters. Ils avaient été rachetés par Aruze, une compagnie spécialisée dans les pachinko, les machines à sous japonaises. Leur seul intérêt, c'était d'utiliser les licences pour les casinos. Les jeux vidéo, ça les intéressait pas. SNK a disparu des radars pendant des années, jusqu'à se faire racheter il y a quelques jours par le prince d'Arabie Saoudite. Les histoires. Donc oui, les studios que vous aimez aujourd'hui ne sont pas garantis d'exister dans 10 ans. Regardez seulement la situation financière critique d'un BioWare ou Bethesda. Ils ont enchaîné de gros échecs critiques et commerciaux. Il leur suffit de se rater une deuxième fois, et comme on l'a vu, ça peut être fatal. Que deviendront alors vos séries favorites ? Comme partout ailleurs, l'avenir d'un jeu est bien plus décidé par l'argent que l'envie des créatifs.